L'Allemagne était vraiment devenue une nation bien différente. Elle était toujours le plus grand pays d'Europe, mais c'était désormais une démocratie avec des institutions républicaines. La République de Weimar, née dans les cendres de la défaite, fut associée à l'humiliation du traité de Versailles et affronta très vite de graves difficultés. Elle dut d'abord surmonter les troubles politiques fomentés par les révolutionnaires communistes et les nationalistes d'extrême droite. En 1923, le pays, incapable de payer les réparations de guerre, plongea dans l'hyperinflation et une crise économique sans précédent qui toucha de plein fouet la population. La misère et la rancœur fournirent un terrain fertile à une nouvelle génération d'hommes politiques, parmi lesquels Adolf Hitler. Hitler était d'origine autrichienne. Engagé volontaire dans la Première Guerre mondiale, il combattit vaillamment et fut décoré de la Croix de fer. De retour en Allemagne, il s'installa à Munich. Ses talents de propagande et son charisme lui permirent de prendre rapidement le contrôle d'un groupuscule d'extrême droite qu'il fit grandir et transforme en Parti national-socialiste, le Parti nazi. En novembre 1923, Hitler et ses hommes de main tentèrent un coup d'État qui échoua, le putsch de Munich. Hitler fut condamné à 9 mois de prison. C'est là qu'il écrit Mein Kampf, Mon combat, son manifeste politique antisémite où il expose son idéologie et son programme. Il accuse les Juifs d'être responsables de tous les maux de l'Allemagne, appelle à reconstruire la puissance du pays et à regagner l'espace vital par la conquête de nouveaux territoires à l'Est. Après sa libération, il s'attela à organiser les nazis sous la forme d'un parti politique discipliné. Son objectif désormais est de conquérir le pouvoir en utilisant le système démocratique. Mais pendant les 5 années qui suivirent, l'Allemagne de Weimar prospéra. Le soutien aux partis extrémistes, de droite comme de gauche, s'affaiblit. Puis, brusquement, l'occasion se présenta pour Hitler. En octobre 1929, le krach boursier de New York déclenche une crise économique sans précédent. Le monde entier plonge dans la Grande Dépression. En Allemagne, le nombre de chômeurs dépassa la barre des 6 millions. Pour les populations désemparées, seuls les discours des hommes politiques extrémistes semblaient offrir des solutions. Des hommes politiques comme Hitler. En 1931, le parti nazi est déjà un véritable mouvement de masse, avec une armée de voyous en chemise brune, les sections d'assaut USA, et une propagande bien organisée. Les nazis remportèrent les élections de 1932, devenant le premier groupe politique au Parlement allemand, le Reichstag. Mais Hitler refusa de composer une alliance et paralysa l'activité du Parlement. Pour sortir de l'impasse, le président Hindenburg finit par être contraint de nommer Hitler chancelier, chef du gouvernement, le 30 janvier 1933. En février, l'incendie du Reichstag permit à Hitler d'exiger des pouvoirs d'exception, d'éliminer tous ses opposants politiques et de commencer la mise au pas du pays. La démocratie était morte. Lorsque Berlin accueillit les Jeux Olympiques en 1936, les nazis affichèrent l'image d'un régime ferme mais juste, souhaitant rendre sa fierté à son peuple et ne craignant personne. Il y avait pourtant déjà des signes annonciateurs. Les persécutions antisémites commencèrent en 1933, avant même les lois de Nuremberg de 1935 qui interdirent aux Juifs d'épouser des Allemands aryens et les privèrent de leur citoyenneté.
Des mots que nous aurions pu ne jamais découvrir. Publié en 1947 chez un petit éditeur, Si c'est un homme mettra 40 ans à devenir un livre référence, un best-seller mondial. Il libro è nato insieme con le cose, cioè mentre le vivevo sentivo già allora il bisogno di raccontarle. Io lo provavo con tale intensità che già allora, quando mi trovavo in mano un pezzo di matita, che capitava di rado. Son histoire, celle d'un jeune ingénieur juif antifasciste convaincu, jeté dans un camp de la mort. Prisonnier numéro 174-517 à Auschwitz pendant 10 mois. En 1947, Primo Levi transmet son manuscrit à l'écrivaine Natalia Ginzburg, qui siège au comité de lecture. Quelques jours plus tard, la sentence tombe. Nous avons seulement la réponse de Natalia Ginzburg qui refuse, à nom de la maison d'édition, la première preuve littéraire de Primo Levi en tant qu'une mémoire parmi les autres de l'expérience de la Shoah. À l'époque, des témoignages de rescapés ont déjà été publiés. Aux yeux de l'éditeur, Si c'est un homme, arrive trop tard. Il y avait un phénomène qui touchait même la communauté juive qui était oubliée. Le mot d'ordre de cette génération était oublions. Et il y a au contraire une très forte volonté de mettre en valeur les éléments, les figures, les idées de la résistance. Ça veut dire qu'on n'a pas envie à ce moment-là de parler des camps et de la déportation. Voilà. Le futur, pas le passé. Mais Lévy s'obstine. Il va même travailler pour les éditions Einaudi comme traducteur. Giulio Einaudi, le patron, accepte finalement le livre qui sera édité en 1958, 11 ans après sa rédaction. Même en 1958, quand finalement on va éditer Primo Levi, on le colloque dans une collection des essais. Donc continue à être considéré une sorte de mémoire qui a quelque chose à faire plus avec l'histoire qu'avec la littérature. Donc en 1958, il n'est toujours pas vraiment considéré comme un écrivain. Non. Mais c'est un tournant. L'œuvre est désormais reconnue par la critique. Voilà, alors ici nous avons toutes les œuvres de Primo Levi, naturellement en italien, toutes les éditions qui sont sorties petit à petit. Il a été traduit dans le monde entier. Mais il a été traduit en 47, 48 langues. Chaque jour, il y en a une nouvelle. C'est difficile à suivre. Et ici, nous avons la première édition de Si c'est un homme. Ça, c'est un exemplaire très rare. Oui, c'est un exemplaire assez rare parce que ça, c'est la première édition qui est sortie en 1947. 2500 copies, dont la moitié seulement seront vendues. Un démarrage timide, quasi confidentiel. Mais pour le rescapé d'Auschwitz, ce n'est qu'une première étape et elle est vitale. C'était une urgence pour lui absolue. C'était une urgence absolue. Il racontait. C'est-à-dire que beaucoup de choses qu'il a écrites dans ce livre, il les avait déjà racontées à ses amis, à n'importe qui. Il avait une urgence de parler et de raconter ce qui s'était passé. Et donc, pour lui, c'était essentiel de pouvoir arriver à publier ce témoignage.